Médias et experts nous l'expliquent à longueur de journée. L'intelligence artificielle arrive et elle va bientôt nous remplacer. Sauf que cette intelligence artificielle, avec laquelle on nous matraque l'esprit, n'existe tout simplement pas. Il y a là un malentendu, une tromperie, voire une manipulation, qui remonte à la création du terme par John McCarthy lors de la célèbre conférence de Dartmouth en 1956. Dans le prolongement de cette conférence, Frank Rosenblatt mit au point en 1957 un algorithme d'apprentissage prétendant simuler au plus près le fonctionnement d'un neurone. Or, si un neurone peut être modélisé, pourquoi pas un réseau de neurones? Et modéliser un réseau de neurones, c'est modéliser un cerveau. C'est par conséquent modéliser l'intelligence. On peut donc créer une intelligence artificielle. Voilà le raisonnement stupide derrière ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Si je vous demande combien font 1789 plus 666, il vous faudra au mieux plusieurs secondes pour donner le résultat, et vous aurez de bonnes chances de vous tromper. Une machine, en revanche, peut faire ce calcul instantanément et sans risque d'erreur. Le problème, c'est que ce n'est pas cela l'intelligence. L'échec des recherches qui ont suivi la conférence de Dartmouth le montre. Dans les années 1960, on a essayé, sur la base de cette approche mathématique, de modéliser le langage naturel. Autrement dit, ce qu'il y a de plus compliqué au monde. Résultat, rien. Cette tentative de résoudre le langage naturel par un ordinateur fut un échec. S'en est suivi ce qu'on appelle le premier hiver de l'intelligence artificielle. Plus de financement et donc plus de recherche. Des promesses fabuleuses avaient été faites, n'ayant pas été tenues, la recherche s'est arrêtée. Malgré ce premier hiver de l'IA, des gens ont continué dans les années 1970 à entretenir la flamme, en développant des systèmes experts. Ces systèmes, fondés eux aussi sur la logique et les mathématiques, reposent sur des règles. Les échecs représentent un très bon exemple de ces systèmes experts. En 1997, Deep Blue battait Kasparov aux échecs. L'ordinateur était devenu plus intelligent que l'humain. Sauf qu'en réalité, il ne s'agit toujours pas d'intelligence. Il ne s'agissait en fin de compte que de faire apprendre à la machine les règles des échecs, qui sont simples à modéliser et à mettre dans sa mémoire le plus de parties possible. Le nombre total de positions légales se situant entre 10 puissance 43 et 10 puissance 50. De manière à ce que, dans telle configuration, la machine puisse retrouver dans sa base de données le meilleur coup. Ce n'est rien d'autre qu'un procédé de force brute, une simple puissance de calcul. La machine a gagné parce qu'elle avait la capacité, grâce à sa mémoire, de prévoir plus de coups à l'avance que Kasparov. Rien de plus. Un autre courant, dans les années 1990, s'est intéressé au réseau de neurones, pour aboutir au machine learning d'aujourd'hui. Internet a été le grand tournant pour ce programme de recherche. Pourquoi ? Parce qu'Internet est la plus grande base de données qu'on puisse imaginer. Or, le machine learning a besoin d'énormément de données. Si le deep learning a commencé à se développer dans les années 2000, c'est grâce à Internet. Prenons le fameux exemple des chats. Partout sur la planète, les gens postent des photos de leurs chats sur Internet. Résultat, en quelques années, une base de données formidable de plusieurs millions de photos de chats s'est créée, donnant aux chercheurs un excellent outil pour entraîner leur machine à la reconnaissance de formes, en l'occurrence des chats. Il nous est ainsi possible actuellement de créer des algorithmes capables, à partir de 100 000 images de chats, de reconnaître ensuite un chat avec 98% d'exactitude. Cela peut paraître impressionnant, mais c'est en réalité une bien piètre performance. Combien faut-il d'images de chats à un être humain pour faire pareil ? 2. Pour être juste, il faut reconnaître que, dans le cas des humains, il s'agit de 2 instances de chats, pas simplement d'images. Mais cela signifie bien que notre intelligence est multimodale. Elle se sert non seulement de ce que nous voyons, mais des autres sens, du contexte, de bien d'autres choses beaucoup plus difficiles à modéliser qu'une image. Ceci pour dire que la soi-disant intelligence artificielle et notre intelligence n'ont strictement rien à voir. Un autre exemple, le jeu de Go.
20 ans après Deep Blue, en 2016, le champion du monde de Go se faisait sèchement battre par AlphaGo, un programme de Google DeepMind. Or, le jeu de Go est bien plus complexe que les échecs, au sens où il permet environ 10 puissance 170 positions légales. C'est infiniment plus que les échecs. On peut même dire que c'est équivalent à l'infini. En comparaison, il n'existerait que 10 puissance 80 atomes dans le monde. Autrement dit, aucune mémoire ne pourra jamais connaître l'ensemble des coups possibles au Go, ni même un nombre approchant. Les programmateurs de la machine ont donc adopté une autre stratégie. Au lieu de donner au programme une bibliothèque de coups, ils l'ont entraîné à jouer à partir d'un ensemble de 30 000 parties. Cet ensemble est très réduit relativement au nombre de parties possibles. Cependant, AlphaGo, grâce à ses parties et à leur analyse, a acquis une compétence qui lui a permis non seulement de battre le champion du monde, mais aussi de proposer des coups surprenants qui, au dire des plus grands joueurs, ont fait évoluer leur propre conception du jeu. La performance est impressionnante, mais pour atteindre ce résultat, DeepMind a dû mobiliser la bagatelle de 1500 CPU, 300 GPU et 30 TPU. 2000 unités centrales, dont plusieurs centaines de mastodontes. Un véritable data center consommant 440 kWh. Cela pour battre un humain qui consomme entre 20 et 25 Wh. Autrement dit, pour faire une machine capable de battre un être humain au Go, et uniquement cela parce qu'elle est hyper spécialisée, il faut dépenser des quantités titanesques d'énergie là où un humain ne consomme que quelques watts. La dépendance du machine learning aux données est, en outre, une source importante de bugs. Les algorithmes peuvent en effet dérailler non seulement en raison d'une faille dans la programmation, mais aussi en raison d'erreurs dans les données. En 2016, Microsoft lançait Tai, un chatbot censé dialoguer et promouvoir Microsoft sur Twitter. Problème, Tai est devenu en à peine 16 heures le pire troll raciste qu'on ait jamais vu. Les cerveaux de Microsoft ont mis des mois et des mois à mettre au point un robot qu'il a fallu débrancher en urgence quelques heures après. Pourquoi ce fiasco? Une erreur d'ajustage. Les chatbots sont conçus pour s'intégrer à leur cible. Or, il se trouve que, sur Twitter, les gens s'insultent, des propos xénophobes circulent et que certains ont pris un malin plaisir à éduquer Tai. Il aurait probablement fallu réduire le facteur d'adaptabilité de Tai. On peut cependant imaginer une autre source d'erreur, la base de données choisie pour éduquer Tai. Car pour lui apprendre à échanger, il faut l'entraîner avec des milliers de conversations réelles entre individus. Il se trouve qu'il existe une base de données, Switchboard, contenant des retranscriptions de conversations entre clients et centres d'appel aux États-Unis depuis les années 1950. C'est un outil inestimable pour les linguistes. Sachant que la base est beaucoup trop grande pour être utilisée intégralement, on peut imaginer que les programmateurs de Tai ont choisi un sous-ensemble de cette base. Imaginons alors qu'ils aient pris les premières conversations du premier État américain dans l'ordre alphabétique, autrement dit l'Alabama dans les années 1950. Un mauvais choix de données peut aboutir à des biais catastrophiques. L'intelligence artificielle n'est pas de l'intelligence. Ce n'est pas non plus une boîte noire qui échapperait à notre pouvoir. C'est quelque chose que nous contrôlons complètement. Si des fautes se produisent, c'est en raison d'erreurs dans les algorithmes ou dans les données. Et ces erreurs peuvent toujours être expliquées. Tout est explicable dans l'IA, en théorie. C'est en pratique que les choses peuvent être plus compliquées. Nous parlons de machines qui font quelques millions de calculs à la seconde. S'il faut remonter tous les calculs qui ont été faits par la machine, il faudra aussi quelques millions de secondes que nous n'avons pas. On peut donc parler d'inexplicabilité, mais uniquement pour des raisons pratiques. Au plan mathématique, tout ce que fait ce que nous appelons intelligence artificielle est intégralement explicable. On peut également facilement imaginer que ce que nous appellerions erreur n'en soit tout simplement pas, mais que cela soit le fruit d'une parfaite volonté cachée derrière. On a commencé à nous dire, il y a quelques années, que la voiture autonome allait arriver sous peu. Peu de temps après, que cela prendrait en réalité 5 ou 10 ans, mais que ça allait arriver.
Puis il a été question, tout compte fait, d'une vingtaine d'années. Je vous annonce qu'en fait, la voiture autonome de niveau 5, celle qui pourra tout faire toute seule dans n'importe quelle situation, n'arrivera jamais. Pas dans 100 ans, dans 1000 ans, jamais. Hormis, bien évidemment, dans les films de SF, utilisés comme objet de propagande et de programmation. Prenons un exemple. Paris, place de l'Étoile, à 18h. Vous aurez beau avoir appris le code de la route à votre voiture, elle ne s'en sortira pas. Car la place de l'Étoile, à 18h, ce n'est pas simplement du code de la route, c'est de la sociologie et de la négociation. Vous pourriez répliquer que la sociologie et la négociation peuvent être modélisées. Soit, cela vous prendra beaucoup de temps, mais admettons. Prenons alors votre voiture qu'il vous aura fallu des années à mettre au point et allez maintenant à Bangalore. Rebelote, vous allez devoir travailler des années pour faire une voiture qui puisse non seulement survivre place de l'Étoile, mais aussi à Bangalore, ce qui est une toute autre paire de manches. L'intelligence humaine est capable de s'adapter à des situations inédites et d'inventer sans avoir été spécifiquement préparée à telle ou telle situation particulière. La machine, en revanche, a besoin d'avoir vu un cas similaire auparavant. Un parfait exemple de cela est Waymo, la branche de Google dédiée à la voiture autonome. Waymo a fait rouler des voitures autonomes sur environ 18 millions de kilomètres ces 10 dernières années. Pourtant, en mars 2019, le PDG de Waymo a déclaré que la voiture autonome de niveau 5 n'existerait jamais. Plus intéressant encore, il a aussi décidé à ce moment de rendre accessibles les vidéos des entraînements de Waymo. Sur une des vidéos, la caméra placée derrière le pare-brise montre ce que voit le conducteur. La voiture roule et tout d'un coup s'arrête. Elle redémarre peu de temps après, mais s'arrête à nouveau. Elle redémarre encore, s'arrête à nouveau, et ainsi de suite plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un opérateur, devine-t-on, reprenne la main. Pourquoi cette étrange conduite ? En regardant bien, on voit deux personnes en train de marcher sur le bord du trottoir. Et en regardant encore mieux, on voit qu'une de ces deux personnes porte sur son épaule un signe stop, dépassant de son sac. Un être humain qui voit ça n'en tient pas compte. Mais la machine, elle, n'avait jamais vu ce cas de figure. Elle a donc conclu qu'il y avait un stop et s'est arrêtée. On pourrait répondre que des cas de figure de ce genre auraient pu être prévus et enseignés à la machine. Mais outre le fait qu'il fallait quand même y penser, le problème est qu'il est impossible de prévoir à l'avance toutes ces anomalies, qui sont infinies. Nous ne pourrons jamais prévoir tous les cas. Or, face à de l'inédit, l'intelligence humaine sait inventer. Pas cette soi-disant intelligence artificielle, fondée sur la statistique et la logique, les règles et les datas. Un dernier exemple, Siri. Quand a commencé le développement de Siri, à partir de 1997, les concepteurs se sont retrouvés face à un mur. La reconnaissance vocale fonctionnait, mais à 80% seulement. Cela peut paraître beaucoup, mais c'est en fait nettement insuffisant. Cela signifie 20% d'échecs, soit l'équivalent de 60 mots sur une page de 300 mots. Face à cela, ils ont tenté d'adopter le paradigme de la boîte de nuit. Dans une boîte de nuit, la musique couvre ce que vous raconte votre voisin. Résultat, vous ne comprenez quasiment rien à ce qu'il dit, mais vous faites semblant de le comprendre en répondant de façon plus ou moins vague. Les développeurs de Siri ont donc réfléchi en termes de stupidité artificielle, et non pas d'intelligence. Ils sont partis du fait qu'au départ, Siri n'est pas vraiment intelligent. Il ne comprend pas grand-chose, mais s'arrange pour que la conversation continue, avec des blagues, des questions. Autrement dit, ils sont partis de la stupidité artificielle pour rendre le programme efficient. Au lieu d'intelligence artificielle, il vaut donc mieux parler d'intelligence augmentée. C'est toujours de l'IA, mais c'est différent. On ne prétend plus créer une entité autonome qui pourrait se passer de nous. On développe des outils destinés à augmenter notre propre intelligence et à nous aider à mieux faire ce que nous faisons. Comme tous les outils, nous pouvons nous en servir à mauvais escient. Un marteau peut servir à planter des clous ou à fracasser le crâne du voisin. Les lois permettent de réguler ces usages et d'en interdire certains. L'IA devra ainsi être réglementée comme n'importe quel outil pour éviter que l'on s'en serve mal. Cela a une implication importante. C'est nous qui décidons. C'est nous qui sommes responsables des mauvais usages de l'IA et c'est nous qui pouvons décider de réguler ces usages. Autrement dit,
Ces outils-là n'ont aucune capacité à faire quelque chose par eux-mêmes. Si une intelligence artificielle fait des choses condamnables, c'est parce que des humains lui ont demandé de les faire. Nous sommes au contrôle. Rien ne se passe sans que nous l'ayons demandé. Notre intelligence est infinie. Nous sommes capables de nous orienter dans ce qui n'existe pas encore, mais qui apparaîtra dans les années à venir, dans ce que nous aurons été capables d'inventer. Il est vrai qu'aux échecs, la machine est plus forte que nous, définitivement. C'est déjà moins vrai aux jeux de Go, malgré le triomphe de DeepMind, pour peu que l'on prenne en compte la dépense énergétique. Dépenser 440 kWh pour battre à un jeu un humain qui en consomme 25, est-ce si intéressant? Et pour une tâche comme la conduite, aucun programme ne pourra jamais être entièrement autonome. Qu'on se comprenne bien, les avancées technologiques actuelles sont extrêmement intéressantes, mais il est totalement faux de parler d'intelligence artificielle pour les qualifier. Il est contre-productif de parler de machines entièrement automatiques qui seraient destinées à nous remplacer un jour. La notion d'intelligence artificielle n'est qu'une vaste campagne de propagande, destinée à la fois à nous faire consommer de la technologie plus ou moins inutile, mais également à nous plonger dans des peurs irrationnelles d'un futur gouverné par des robots sans âme et sans conscience. Mais en réalité, le monde n'est-il pas déjà gouverné par de tels pantins ? Mm-hmm.